La prochaine invitée est en train de réécrire l'histoire. Rien de moins. Elle jouait pour les Canadiennes de Montréal. Elle est maintenant une des dirigeantes de la nouvelle association des joueuses de hockey professionnelles. Karel Émard, bonjour. Bonjour François. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui ça, Karel Émard? Karel Émard, c'est une petite fille qui vient d'une région qui s'appelait Saint-Angèle-de-Mont-Noir, qui s'appelle encore Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Mais en tout et partout, c'est une joueuse de hockey professionnelle passionnée de son sport et qui se bat à pouvoir continuer là-dedans et plutôt qui se bat à faire voir à la société que de jouer professionnellement, même si c'est du hockey féminin, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose que notre sport à nous, ou les femmes de nos jours, se méritent de pouvoir avoir cette opportunité-là. On va parler de l'Association des joueurs dans les prochaines minutes, mais juste avant, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton cheminement. Parce qu'il est exceptionnel, ton cheminement. Tu as joué dans la NCAA pour St. Lawrence, entre autres. Donc, elle a joué universitaire au hockey. Tu as reçu une bourse pour jouer au hockey. Tu avais du talent? Oui, pas pire. Oui, j'ai évolué avec les garçons, dans le fond, moi ici, du côté du Haut-Richelieu, ce qui était les Blizzards et puis les Patriotes dans le temps. Oui. Oui, du côté des gars. J'ai joué jusqu'à l'année midget, si je me souviens bien. Puis, c'est ça, là, j'ai côtoyé toujours la même gang, je te dirais, des sauts de chaque année. Fait que les gars étaient très... c'était des coéquipiers, c'était des gens qui me poussaient à devenir meilleur, mais qui étaient aussi des vrais bons teammates, comme on dit. Tu as joué jusqu'à midget avec les garçons? Oui, bien la première année, puis après ça, ça passe à autre chose. OK. Mais tu l'as dit, tu viens de le dire, les gars étaient des bons coéquipiers. Tu as bien été accepté, il n'y avait pas de problème? Non, pas du tout. Écoute, j'ai commencé, dans le fond, j'avais 4 ans, puis je te dirais que le même groupe, là, le cœur de l'équipe s'est suivi tout le long. Fait que les gars qui me connaissaient pas ont appris à me connaître à travers les nouvelles saisons, mais j'avais gagné déjà le respect des autres. Donc, de me faire respecter dans une chambre de hockey, ça faisait très facilement. J'ai un petit caractère aussi, fait que disons que s'il y avait des choses qui passaient pas, ben ils passaient vraiment pas, puis je le laissais savoir. Mais je faisais ma place, puis j'avais de l'aide, comme je le disais, de mes amis dans le fond à travers tout ça. Fait que j'ai été choyée, j'ai eu des bons coachs aussi. Puis à travers ces étapes-là, ben est venu les Jeux du Québec, qui dans le fond m'a permis de me faire voir du côté féminin, parce que c'était quelque chose qui était... dans le fond, ils ne savaient pas vraiment que j'existais. Non, parce que tu jouais avec les garçons. Voilà, la petite fille de Marieville n'était pas nécessairement connue du monde féminin. Je remplaçais une fois de temps en temps, mais c'était rien de grandiose. Puis de là, je me suis fait voir pour Équipe Québec. Puis j'ai fait l'équipe 2 années de suite. Ma première année, ensuite ma deuxième année en tant que capitaine, première année assistant capitaine, puis... de là est venu les offres un petit peu, je te dirais, collégiales, premièrement, qui est ici le cégep, là, dans le fond. Puis ensuite de ça, ben, tu fais des showcases aux États-Unis. Il y a des tournois qui sont faits avec cette équipe-là. Puis de là, l'équipe de St. Lawrence. Tu avais entendu parler du hockey féminin aux États-Unis dans la NCAA ou... Ben, je te dirais que les premières fois qu'on a entendu parler, dans le fond, c'était vraiment... après Team Québec, on avait 16 ans, mettons, 16-17 ans, là, puis c'était là qu'on a comme appris ou su qu'on pouvait s'en aller aux États-Unis, se faire payer pour aller à l'école, dans le fond. C'est se faire payer. Retenez ça, parce que je pense que ça l'a marqué dans sa carrière. Se faire payer pour jouer au hockey. Oui, bien justement, les universités américaines ont commencé à te courtiser. Oui, il y en a eu d'un peu partout. J'ai fait... les lettres, disons, venaient dans ta deuxième année de cégep, le 1er juillet, ce qui était dans le temps, là, ça a changé. Je pense que c'est rendu le 7 juillet. Les coachs ont le droit de t'appeler. Donc, disons, on peut le rappeler avec mon père, mais je me souviens que cette journée-là, ça a été marqué. Là. J'ai eu plein d'appels, puis mon père était comme, c'est pour toi. Puis je parlais pas vraiment anglais. Non, c'est ça. Fait que c'était plus, dans le fond, ça m'a marqué, pas parce que j'ai eu des appels, mais plutôt parce que j'étais nerveuse à chaque fois que je devais parler à un coach. Ben oui. Qu'est-ce que je devrais leur dire? Comment. Puis là, des fois, dans le fond, ils disaient leur nom, l'école, puis là, ils commençaient à me parler, puis j'avais aucune idée à qui je parlais. J'avais zéro idée. Fait que là, j'étais comme, oh my God. Parce que la question, tu as choisi d'aller jouer à St. Lawrence. Pourquoi St. Lawrence? Mais j'ai fait mes visites. Je te dirais que j'ai été chanceuse. J'ai pu faire 5 visites officielles. Une à Minnesota Duluth, Ohio State. J'étais allée un peu partout.
Boston University, Dartmouth. J'ai fait des unofficial aussi, qu'on dit, là, mais quand je suis allée à St. Lawrence, la première fois, j'ai trippé sur le campus, sur la vibe qu'il y avait là. C'est environ 2h30, 3 heures de Montréal. Oui. C'est pas si loin. Les gens étaient généreux, gentils. C'était un espèce de feeling de campus aussi. Puis le coach qui était là dans ces années-là était super aussi. Vraiment les bacs, mais une équipe qui était performante aussi, qui était allée au Frozen Four quelques années. Il y avait du bagage dans l'équipe. Il y a une Gina Kingsbury qui est passée à travers ces rangs-là. Il y avait quelque chose à faire développer aussi, puis à continuer dans l'espèce de legacy qu'ils appellent, là, dans le fond, de St. Lawrence. Fait que même quand j'allais visiter, mettons, Ohio State, je revenais, c'était le fun, mais ouais, c'est ça. Il y avait toujours un petit mais à quelque part. Voilà. Pour les gens qui se posent la question, c'est quoi le NCAA, première division chez les femmes, ça ressemble à quoi? Écoute, je te dirais qu'une façon grossière de le décrire, là, c'est notre Ligue nationale. Ah oui. C'est exactement. Vous êtes traités comme des pros. Comme des pros. C'est la première fois, dans le fond, tu arrives là. First, moi, l'école, dans le fond, par année, là, on s'entend, ça coûte au-dessus de 55 000, 57 US. Puis ça augmente à chaque année. Fait que je suis partie de là, je devais être à 60 quelques ou peu importe. Mais tout est payé, que ce soit livre, il appelle ça boarding, les inscriptions, même à l'école, le logement, la nourriture, dans le fond, tout. Puis tu es habillé de la tête aux pieds au niveau de du hockey. Apparel, hockey, équipement, les running, tout. Est-ce que c'est comme chez les garçons? Parce que les gars dans la NCAA, D1, sont ce qu'on appelle être fité NHL. Ça veut dire que c'est les équipes, les grandes compagnies comme CCM, Nike viennent prendre les mesures de vos patins, de vos gants, vos casques, tout ça. C'est la même chose. Ils viennent, il y a une journée ou deux qui vont venir, puis c'est des vendors, dans le fond, qui s'occupent des équipes. Ils te font essayer tous les nouveaux patins, les gants, les choses comme ça. Puis, ce qui est merveilleux aux États-Unis aussi, c'est que pourquoi les femmes l'ont ou les équipes de filles, dans le fond, l'ont, c'est qu'il y a des années de ça, ils ont passé ce qu'ils appelaient le Title IX. Donc, tout ce qui était ça, c'est une loi aux États-Unis. Puis, tout ce qui est donné à une équipe de garçons ou tout nombre de joueurs, que ce soit une équipe de football, une équipe de volleyball, le nombre d'athlètes qui ont masculin se doit d'avoir le même nombre d'un autre côté féminin. Et ça a ouvert beaucoup de portes pour le sport féminin. Absolument. Aux États-Unis. Absolument, parce qu'il y a des côtés où ils vont donner un budget de 5 millions de dollars aux gars. Ben, ils sont obligés de donner 5 millions de dollars aux filles. Donc, l'espèce de rapport qualité-prix, puis je te dirais des opportunités qu'on peut avoir grâce à ça, c'est exceptionnel. C'est quelque chose que le Canada se devrait de faire, qui n'a pas fait encore. Le Title IX, je pense, ça a été fait il y a de ça, je pense, avant les années 80 ou je même. Pense que oui. Donc, puis je vous dirais que, je te dirais à toi, excuse, je t'ai vouvoyé, mais je dirais que même les athlètes qui ont commencé à le sentir ont été probablement plus notre génération à nous, ou la génération juste avant moi un peu, là, mais les femmes qui ont pu avoir l'espèce d'opportunité aussi grandiose que nous, on l'a eu, puis qu'ils l'ont encore, c'est fait quand même 10, 15 ans après, 15-20 ans après que ça a été passé. Alors, ce que tu m'expliques, c'est qu'autant chez les femmes que chez les hommes, lorsque vous jouez NCAA, première division, vous avez les mêmes voyages, les mêmes universités, le même traitement que les garçons. C'est exactement la même chose. Le même marketing, le même tout, ce qui est vraiment le support de l'école qui vient avec ça. Donc, ça a été une loi. C'est dommage que ça a pris une loi pour faire ça, mais en même temps, c'est chapeau. Puis, c'est un peu pour ça que nous, on appelle ça la Ligue nationale au niveau féminin. On réussit à avoir notre bac, notre maîtrise. Tu sais, il y a des choses qui Et c'est ça qui est important, parce que Karel Émard a joué au hockey pour St. Lawrence, mais maintenant, tu as un diplôme. Oui, j'ai un double bac puis une maîtrise. Tiens. Oui, tout ça, ça a été fait à St. Lawrence. Dans le fond, j'allais faire un bac rapide. Ouais. Vu que nous, avec le cégep, il y a des cours qui sont entamés un petit peu de ce côté-là. Il y avait des choses qui étaient créditées. Donc, malheureusement, avec tout ça, j'ai subi une blessure lors de mon année junior. Okay. Puis, Saint-Laurent a décidé de me donner une autre année. Donc, une autre année d'éligibilité. T'as été red shirt. C'est ça, un red shirt qui appelle. OK, un red shirt, ça veut dire que dès que tu t'enfiles le red shirt pendant les entraînements,
cette année-là ne compte pas. Non, exact. Tu as le droit de pratiquer pendant un certain bout, puis même un coup que c'est déclaré, tu peux pas jouer du restant de l'année, dans le fond. Mais si l'équipe et le coach et ces gens-là te voient dans le futur, ben, ils peuvent t'offrir une 5e année, dans le fond. Tu as eu la chance de jouer 5 ans, toi. J'ai eu... privilégié. J'ai eu la chance de jouer. Ouais, ben, disons que c'est arrivé, mon premier match, je venais de faire Hockey Canada, équipe junior. Puis c'est arrivé mon premier match contre McGill, match exhibition contre mes meilleurs amis. Premier chiffre. C'était le 3e chiffre de la game. Ouais, si vous ne connaissez pas Cathy Chartrand, elle est à peu près 6 pieds sur glace. Puis elle est pesante. Puis j'ai décidé d'essayer de ne pas tomber quand elle a lean, s'est penchée un peu vers moi. Puis le genou ne l'a pas aimé. Fait que, ouais, est-ce que le ligament? Un petit ligament antérieur croisé. Oui, parce que les gens qui sont blessés au ACL, blessés au genou, ils disent tout le temps, c'est un pop ou un crack? Oui, c'était un pop. C'était un pop, toi. Un claque peut-être en même temps, mais ouais, j'ai réussi à jouer peut-être quelques matchs après, puis bien penser que... C'était mieux de prendre une revenir petite pause. au Canada, prendre l'espèce d'opération chirurgicale avec des docteurs fantastiques, puis... ça m'a remis de niveau. Puis j'ai pu jouer, dans le fond, la dernière année où on a gagné justement le championnat ici, ces choses-là. Ça a bien fini. Et je comprends, de beaux souvenirs, de très beaux souvenirs. Comment Karel Émard a abouti avec les Canadiennes de Montréal? C'est assez drôle parce que... Puis c'est peut-être pour ça que je me bats maintenant pour que les gens aient l'opportunité sans devoir penser. Mais je te dirais qu'après graduer, la première pensée qui m'est venue ou le premier feeling que je devais faire, c'était de me trouver une job. Oui. Je venais dans le fond, les espoirs d'aller aux Olympiques étaient finis d'un sens ou d'un autre. Tu arrives à un certain âge, tu le sais, il y a encore les Caroline Ouellette, il y a encore les Jenna Efford, il y a les Marie-Philippe Poulin qui poussent comme jamais. Puis tout le monde on est au courant, man, tu le sais. Oh, ouais. Puis là, c'était comme, bon, ben c'est mal vu de continuer à jouer quand t'es pas sur une équipe, dans le fond, du plan national. Voilà. Fait que là, bon, est-ce que je continue à jouer? Est-ce que je reviens à Montréal puis je joue pour une ligue qui est professionnelle, se dit professionnelle, mais n'est pas nécessairement supportée? Rémunérée, il n'y a pas d'argent. Est-ce que c'est pas nécessairement bien vu? Donc, la perception des gens m'a forcé la main un peu. J'ai pris un emploi à Division 1 comme coach. Colgate University m'a engagé. Ouais. Comme entraîneur? Comme entraîneur adjointe. Wow. Puis j'ai trippé. J'ai eu beaucoup de plaisir, toute l'équipe, mais je te dirais que de passer vraiment de joueuse à derrière coach, le banc. Puis de jouer ou de coacher contre des filles avec qui j'avais joué en plus, la transition s'était faite, OK, il faut que je devienne ma coach maintenant. Oui. Ça s'était fait un petit peu ça a été difficile? Oui, un peu. Ben, je te dirais que la transition était correcte en termes de crédibilité. J'ai été un peu plus vieille, on s'entend. La 5e année m'a donné ça aussi à travers ça. J'avais coaché l'année que j'ai été blessée aussi en faisant des vidéos avec les filles. J'avais un bagage un peu des équipes nationales, plus dans le fond de mon équipe à Saint-Laurent, des hauts et des bas qu'on avait vécu. Fait que j'avais un petit peu je te dirais, un très bon bagage pour l'espèce de situation qu'on avait à Colgate parce que, dans le fond, le coach qui m'a engagé, c'est un nouveau coach complet. Okay. Donc, on avait un nouveau staff avec une équipe qu'on connaissait pas. Fait que c'était bien. La première année était bien, la deuxième année était rough. Puis la troisième, là, nos joueurs commençaient à arriver, dans le fond, qu'on avait recruté, nous. Ça fait toute la différence au niveau universitaire. Là. Oui, absolument. Puis, écoute, dans cette année-là, j'étais beaucoup en mode questionnement. Qu'est-ce que je fais? Je retourne dessus. Puis là, mes amis Est-ce que le hockey te manquait? Oui. Je te dirais qu'à travers toutes ces années-là, c'était quelque chose qui me ramenait beaucoup. Puis même que j'avais essayé de faire aussi les deux. Mais de l'œil ou dans les yeux de mon employeur, au moment, c'était pas nécessairement bien vu. Mon collègue qui était l'autre assistant coach, j'étais comme, il devrait tellement te laisser jouer, juste vas-y, puis reviens, tu vas être heureuse, tout va bien aller. Puis c'était peut-être beaucoup aussi en même temps. En termes de time management, là, en termes de gérer les deux horaires, ça aurait été beaucoup probablement. Fait que je comprends ça. Mais quand je suis arrivée vers la fin, puis que je commençais, là, j'étais comme, OK, j'avais des bonnes amies qui me disaient de revenir puis de réessayer les Canadiennes, dont Marie-Philippe, justement, qui revenait cette année-là. Puis elle était comme, ouais, je gradue. Là, toi, t'es plus sûr, reviens, on va être roommate, on joue au hockey pour une autre année au moins. Faisons-le.
Fait que là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai parlé avec des gens plus haut placés avec Hockey Canada parce que j'étais dans le processus d'aider en termes de coach aussi. OK. Ouais, fait que puis on m'a dit que ça n'allait pas me barrer les roues ou rien de ça. Donc, c'était quelque chose qui était encouragé, que j'ai de là le pourquoi j'ai continué de coacher aussi quand je suis revenue à Montréal un peu avec Concordia. Puis j'ai vraiment... la piqûre n'était pas... disons que j'avais jamais perdu rien. Là, c'est ça, tu avais encore le goût de jouer. Ouais. Alors, tu t'es retrouvée avec les Canadiennes de Montréal. Voilà. Tu as joué pendant... 4 ans. 4 saisons. Mm-hmm. Plus ça allait, vu de l'extérieur, ça semblait aller de mieux en mieux. Ouais. L'association avec le Canadien de Montréal, absolument. de bonne foule, ça allait bien. On était salle comble la plupart du temps. Ce qu'ils appelait le viewership aussi augmentait à vue d'œil. Je te dirais que même la première année, quand nous, on est revenus pour se joindre aux Canadiennes, c'est l'année qu'on a signé avec le Canadien, dans le fond, pour le côté marketing de la chose. Ça a aidé. Oui, vraiment, le nom a changé. Les gens ont commencé à nous reconnaître. Les Canadiennes étaient quelque chose de grand. Puis, écoute, disons que Montréal était en très bonne posture, mais on peut pas non plus se cacher qu'il y avait peut-être d'autres équipes qui étaient en moins bonne posture, un peu dans le style comparable à des fois les Panthers. On trouve qu'il y a plus de fans des Canadiens dans les estrades quand ils jouent contre Montréal. Des fois, ça venait à ça aussi avec des endroits un peu différents. Là. J'ai le goût de te demander, Karel, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une petite idée parce que c'est pas la première fois qu'on se parle depuis les événements, mais pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on a joué notre finale contre Calgary. On a malheureusement perdu la partie. Puis, une semaine après, juste avant que les filles partent pour les championnats du monde, quand je dis les filles des équipes nationaux partent pour les championnats du monde, on a eu l'annonce comme quoi notre ligue cessait. C'était fini. Complètement. Toutes les opérations, le business model n'était plus... viable. Exact. Un peu... je te dirais qu'on était choqués. On était tous sous le choc. Il n'y avait aucune... on s'en attendait pas. On l'a su. Moi, je faisais partie des joueuses, dans le fond, l'association des joueurs, ou des joueuses, pardon, de la CWHL. Puis, ils nous l'ont dit 15 minutes avant de l'annoncer à tout le monde. Donc, je l'ai appris 15 minutes après toi. Exact, parce qu'ils l'ont posté quand ils nous l'ont annoncé en plus. Fait que tout a été fait vraiment rapide. Quand j'ai vu la nouvelle dans la salle des nouvelles à RDS, je me suis dit tout de suite, il n'y aura pas de problème pour les Canadiennes, entre autres, Calgary, des bonnes organisations. Ils vont aller jouer avec les équipes des États-Unis, puis c'est fini, ça va être correct, ça va se régler de cette façon-là. Ça a été un peu toute l'espèce de bonne pensée de tout le monde, mais je te dirais que les joueuses, on avait un autre plan. Puis on avait un autre plan même avant que cette espèce de nouvelle sorte. Le plan était de vraiment essayer d'avoir une ligue dans les prochaines années. Puis la façon de le faire, c'est que... on recommence à zéro. On recommence à zéro, mais il y avait beaucoup d'insatisfaction des deux côtés. Okay. Parlant aux joueuses de la NWHL, parlant aux joueuses de la CWHL. Et puis, on avait décidé de peut-être allier les troupes un peu dans une ligue plus que l'autre. Puis, pour nous, la CWHL était le nid. OK. Une espèce de maison mère qui allait... recevoir tout le monde. Oui, nous hoster pendant au moins une année. Donc, lorsque l'espèce de nouvelle est sortie, ça a gâché un peu les plans. Mais on avait l'intention je te dirais d'attirer Minnesota vers nous. Boston aurait fait le switch aussi, puis potentiellement Buffalo. Donc, la CWHL aurait été quelque chose d'exceptionnel comparé, mettons, à d'autres. Je te dirais que là, en ce moment, on est dans une nouvelle espèce d'opportunité de recommencer tout à zéro. L'espèce de plan que tu parlais au départ, que Montréal ou Calgary pourraient se joindre à la NWHL, a certainement passé dans la tête des gens. Mais je te dirais qu'en parlant aux personnes en charge, en parlant aux joueuses, en faisant nos recherches, ça a été vraiment quelque chose qui a résonné aussi au fait que si on allait là, ça faisait comme juste mettre un plaster, un band-aid. Ça faisait juste comme bloquer l'espèce de short-term possibilité de jouer au hockey ou de nous aider pendant 1 an, mais qu'après ça, il n'y allait pas vraiment avoir d'opportunité. Sauf que là, tu viens de le dire, Karel, tout le monde s'est retrouvé devant rien. Ouais. Puis il n'y a pas de saison cette année. Là. Non. Une carrière au hockey,
Je veux juste te le dire, là. Je veux pas te... Tu sais, c'est pas si long que ça, là. Si tu perds 1 an ou 2 à essayer d'organiser quelque chose, là, votre carrière va être pas mal amochée, là. Ouais, mais... Je suis pas la première personne qui te le dit, hein? Non, Casser puis le party un peu. même pas, parce que ça nous fait plus peur. OK. Je te dirais que le hockey grandissait. Le hockey féminin est le sport en termes d'inscription au hockey qui grandit le plus rapidement au monde en ce moment. OK. Puis l'équipe, au niveau professionnel, on est la seule ou le seul des sports qui est encore 50 ans en arrière. Je te pose la question. Ouais. C'est... tu sais, on compare souvent le hockey féminin maintenant au soccer féminin. Ouais. Soccer féminin, ça se joue partout à travers la planète. Lorsqu'on parle de hockey féminin, c'est toujours les 2 grosses puissances, les États-Unis, le Canada. Là, il y a d'autres pays qui s'en viennent. Ça vous a pas nui, ça, un petit peu? Non, je te dirais... Écoute, Canada-US, c'est sûr que c'est toujours l'espèce de match que tu veux regarder, que tout le monde veut regarder. Fait qu'il y a vraiment une espèce de hype en arrière de ça. Le fait que la Finlande, au dernier championnat mondial, a failli voler le tour à tout le monde, l'ont-ils fait? On ne le sait pas, on ne le saura jamais. Je te dirais que les associations, dans le fond, des autres pays sont finalement en train de se grouiller le derrière à investir dans leurs joueuses puis à leur procurer le développement nécessaire. Puis, je te dirais que d'avoir le Canada et les États-Unis pour faire évoluer le hockey féminin, mais tant mieux, il y a une grande picture aussi à avoir là. Mais de l'autre côté, avec ce qui s'est passé dans la dernière année, puis ce que l'on peut créer maintenant, c'est une opportunité qui est en or, qui n'arrive jamais à personne. Non, parce que là, vous recommencez à zéro. Là. Jamais, mais l'espèce de début de zéro, moi, je te dirais qu'on fait un saut de trampoline à la place de faire l'espèce de croissance de put-put là, qui s'en allait pas vite, tranquillement. Parce que je l'ai dit en début d'entrevue, vous êtes en train de réécrire l'histoire. Rien de moins, là. On va changer la face du hockey. Ça, Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que vous allez réussir, justement, à donner un rêve à toutes les petites filles là, qui sont en train de pousser, puis qu'un jour, là, justement, parce qu'ils regardaient les Canadiennes à la télé, puis qu'ils regardent les championnats du monde ou les Olympiques, le Canada contre les États-Unis, qui rêvent un jour de jouer sur la même patinoire, est-ce que vous allez réussir à relancer tout ça? Je te dirais qu'on va le faire juste à cause de tout ça. Oui. À cause de ce que tu viens de dire. Il n'y a aucun... les gens qui sont là-dedans en ce moment, les 200 plus, qui se sont levés et qui ont dit c'est assez. T'as raison, ma carrière de hockey va peut-être finir après cette année. Mais ce que je vais créer, moi, je vais le faire pour la génération qui s'en vient. Puis je vais le faire pour la petite fille qui a 4 ans et demi en ce moment, qui rêve de jouer dans la Ligue nationale. Mais cette petite puce-là, dans 1 an ou 2, ben, elle va peut-être vouloir rêver, pas peut-être, elle va rêver de vouloir jouer dans la Ligue nationale féminine, c'est certain. Puis, je te dirais que le guts, le power, le groupe d'athlètes qui sont réunis ensemble, il est instoppable. J'aimerais dire qu'il y a du doute, puis il y en a zéro. Il n'y en a pas? Il y en a zéro. Parce que c'est épeurant, ce que vous faites, là, réécrire l'histoire. Là, je te dirais que c'est épeurant, ou les gens nous disent que c'est épeurant, mais on le sent pas. Ah non? Non. C'est beau. Ce qu'on fait en ce moment, c'est beau, c'est excitant. J'ai aucun doute là-dessus. C'est enivrant, c'est quelque chose que tu veux en faire partie. C'est peut-être noble, serait un autre terme à le mettre, mais c'est quelque chose que à chaque fois que honnêtement, depuis la nouvelle, depuis qu'on a décidé de faire ce qu'on fait en ce moment, c'est vrai que le hockey finit ou que tu me dis que la saison n'arrive plus ou ne sera pas de cette année, mais on va continuer à jouer. Puis notre but, nous, là, c'est que oui, les petites filles rêvaient de devenir les Canadiennes, mais ils nous voyaient 1 ou 2 fois par année. Puis ils voient les filles de l'équipe Canada 1 ou 2 fois par année aussi. Fait qu'on s'entend qu'il y avait du chemin à faire. Fait que si on est capable de venir à un point où maintenant, ils nous voient à chaque fin de semaine, il y a des highlights, il y a des choses qui sont mises sur des grands réseaux de ce monde, ou même si c'est juste Internet ou peu importe comment c'est, bien, ces filles-là, peu importe quelle catégorie on est, s'ils peuvent nous voir, bien, ils vont pouvoir rêver à devenir ce qu'on est, dans le fond. La petite puce qui ne voit pas ce qu'elle pourrait devenir. Elle ne peut pas rêver. Et voilà, son rêve. Elle ne peut pas rêver. Elle ne voit pas. Elle voit le Gallagher de ce monde, puis elle veut rêver à devenir Gallagher, mais j'aimerais ça qu'elle voit la Mélanie Desrochers, que personne ne connaît en ce moment, mais qui est une joueuse de défense exceptionnelle pour les Canadiennes, puis qu'elle rêve de devenir elle, non seulement de devenir Crosby, qui est notre Marie-Philippe Poulin du monde. Nous, on a 24 spots, dans le fond, total, là, pour se sentir accompli. Tandis que du côté des garçons, ils ont au-dessus de 200, 300. Puis même AHL est un bon terme. Oh oui, exactement. Un gars qui joue dans la AHL, c'est un pro. Ah oui, c'est un vrai. Tandis qu'une fille qui joue
dans la Ligue canadienne? On ne sait pas. Comment c'est perçu, tu sais. Nous, c'est la perception des gens aussi qui se méritent de changer. C'est quoi l'avenir, là? En ce moment, allez-vous jouer au hockey un peu cet hiver? Oui, cher, on joue. Ça s'appelle le Dream Gap Tour. Donc, ce qu'on fait, l'association, on présente une espèce de tournée de showcase qu'on va faire à travers les régions, autant aux États-Unis qu'au Canada. Puis, en plus de ça, chaque région va jouer des parties, que ce soit contre des matchs d'exhibition contre les garçons, collégiales, ou même midget 3 ou midget 2, peu importe, espoir, on va l'en faire. Puis aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener les mêmes équipes que vous avez vues un peu quand on jouait pour la CWHL. Donc, Toronto va venir à Montréal, Boston va venir à Montréal. On va même essayer d'avoir Minnesota qui va venir à Montréal. Parce qu'il y a des régions, dans le PWHPA, on est 8 régions. Puis les 8 régions vont essayer de jouer une contre l'autre en plus des showcases. Oh oui? Oui. Puis et ça va être annoncé. Les gens vont pouvoir se déplacer, mettons, à Montréal pour aller voir des matchs. Absolument. Donc, le showcase à Montréal va se passer après Noël. Ça va sûrement être annoncé dans les semaines qui s'en viennent et ces choses-là, mais c'est quelque chose à faire. Ça, c'est quelque chose qu'on voulait faire pour nos fans à nous. C'était immanquable. Puis, on va faire aussi des espèces de week-end outreach aussi, qu'on va aller même jusqu'au Nouveau-Brunswick, jusqu'en Beauce, on va se promener, on va être un peu partout, puis on veut créer... le titre de notre tournée, c'est le Dream Gap Tour. Puis en français, c'est vraiment l'espèce de l'écart entre les rêves qu'on veut arrêter. L'écart entre les rêves d'un petit garçon versus une petite fille. Les filles ont le droit de rêver aussi. Voilà. Hein? Mais imagine-toi le petit gars qui rêve à 7 ans de jouer ou de mettre un chandail de la Ligue nationale. Mais la petite fille à 7 ans, elle peut le rêver encore, mais après ça, à 8 ans, il y a quelqu'un qui va te dire à un moment donné, excuse ma belle, mais il n'y a pas de fille qui joue dans cette ligue-là. Fait que trouve-toi un autre rêve. Faut que je te pose la question. C'est très dur. Une petite fille qui nous regarde présentement, tu lui conseilles de jouer avec les filles ou avec les garçons? Elle fait comme Karel Aymar ou ben non, elle suit le hockey féminin? Je te dirais qu'on est un peu à un point où c'est dur de dire évolue avec les filles, puis vas-y, dépendamment d'où tu viens. Je te dirais qu'il y a des programmes qui ont été faits ou qui ont été développés où il y a des régions qui ont beaucoup, beaucoup de filles qui jouent au hockey. Puis je te dirais que ces programmes-là, ils valent la peine. Il y a des programmes aussi que des fois, il y a juste une petite fille qui joue dans une région ou peu importe. Puis, garçons qui sont là-bas, encouragez vos amis de filles à venir jouer avec vous autres au hockey parce que c'est pas vrai que c'est un sport de gars. C'est un sport de filles, mais tout fille pourrait jouer avec les gars, puis tout gars pourrait jouer avec les filles sans problème. Jusqu'à un certain niveau. Exactement. Moi, midget, il était rendu un peu gros. Oui, c'est ça. Ils sont gros, ils sont grands, puis ils sont forts aussi. J'ai eu une clavicule qui est lâchée. Que ça a fait, OK, bon, mais il serait peut-être temps de switcher. Mais quand ils sont tout petits, tu peux jouer avec des garçons. C'est comme au soccer. Là. Les si petits gars la et les région, filles jouent ensemble, puis il n'y a pas de problème. Exact. Là. Si la région, l'association, c'est beau de partir des associations de hockey féminin, puis ça, je l'encourage. Mais s'ils sont capables de compétitionner aussi, on a vu quelques équipes de filles qui compétitionnaient dans des ligues de garçons. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que la direction ou le hockey mineur de ce monde, laissez-les aller jusqu'au bout, même si c'est une équipe de filles. Mais pourquoi pas? L'espèce de regret de retirer une équipe de filles qui ne peut pas se rendre en finale à cause qu'elle pourrait potentiellement s'en aller à la Coupe Dodge est inacceptable. Tu peux pas... Et voilà, tu peux pas donner ou enlever la chance à quelqu'un d'être un gagnant. Puis, que ce soit une équipe de filles ou de garçons, ça devrait changer rien. Absolument rien. Pour avoir fait la description lors des derniers Jeux du Québec, j'ai fait le hockey masculin et le hockey féminin. Puis, je peux vous dire une chose, c'est que le spectacle était très relevé du côté féminin. Bien, je te remercie d'avoir fait ça en passant. Je ne sais pas si les gens l'ont fait ou... te l'ont souligné. Mais moi, en tant que joueuse professionnelle, en tant que petite fille qui a évolué pour la Rive-Sud, dans le fond, pour les Jeux du Québec, c'est très, très, très apprécié que tu aies pris le temps de faire ça parce que non seulement tu l'as fait, mais je te dirais qu'en plus de ça, il y a un groupe de télévision qui a voulu bien faire ça, puis le présenter et le mettre en diffusion. Puis c'est ce qu'on a besoin. TVGO et RDS. Karel, merci beaucoup d'être venu. C'est toujours très agréable. Puis il faut que tu me fasses une promesse. Oui. Lorsqu'il y aura des détails, tu me tiens au courant. Absolument. Mais écoute, premier détail à faire, on va faire partie du showcase qui va être à Toronto, qui est le premier. Donc, le premier? Le premier showcase de la tournée, pardon, mais qui va être le
Oui, du 21 au 22 septembre à Toronto. Et puis, les équipes sont un peu différentes, mais nous, on est l'équipe Poulain. Ah, tiens. Oui, on est l'équipe, il y a l'équipe Jenner, Johnston, Knox et Poulain. Et puis, on joue Team Poulain all the way. Et puis, dans le fond, ça va être 2 parties, chaque équipe qu'on va jouer lors de ce week-end-là. Puis, ça va être sharp, ça va être le fun. Après, ensuite de ça, on va se déplacer vers le New Hampshire. Okay. Pour un autre week-end vers début octobre, fin de septembre. Et pour ce qui est de la grande région de Montréal, ça pourrait être juste après le temps des fêtes. Oui, bien écoutez... Début de l'année 2020. Bien, après le temps des fêtes pour le showcase, absolument, mais il va y avoir des parties entre-temps. Donc, continuez à suivre notre site web, mais aussi nos médias sociaux, ça c'est sûr. On joue dans le petit futur, là, bientôt, là, contre l'Université de Montréal aussi au mois d'octobre. Donc, tiens. À regarder, oui. Le 8 octobre, je crois. 8 et 10 octobre. Là. Il y a quelque chose à voir là. Donc, venez nous voir au Sebson aussi. Vos anciennes Canadiennes y seront. Parfait. Karel, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Bonjour.